16 ans d'attente pour voir 3 fois le même film. James Cameron, ton barbier James Cameron. C'est qu'il est super brillant sur le côté imprévisible de l'œuvre. Un peu ennuyeux, un peu ennuyant. Tout le monde peut mourir. C'est stressant. Il y a une vraie tension par rapport au personnage, aux dynamiques familiales. Tu sais jamais... Allez, ferme ta gueule! On y va! Non, la tête de ma mère, il vous ment. Le film, il est hyper prévisible. Il vous ment. Bon, les vieux pères, dans cette vidéo, je vais vous donner un avis objectif sur le film Avatar 3. Je vais d'abord commencer par les 4 points négatifs, ensuite les 3 points positifs, et enfin, je vais vous donner la note finale sur 10. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, les vieux pères, on commençait par contredire Reggaeman le gorille parce que non, il n'est pas dans ma couverture de vidéo pour rien. Même si je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très intéressante. Et ensuite, parce que lui-même assume qu'il y a une certaine redondance dans ce film. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il parle du fait que le film est assez surprenant. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà, pour moi, c'est faux. Et c'est le premier point. Ce film est hyper prévisible. Le deuxième film, lui, était surprenant. Certes, les arcs narratifs se ressemblaient entre le premier et le deuxième, que ce soit en milieu du film ou dans la conclusion de façon générale, dans l'aspect découverte et tout ce qui entoure. Mais on ne va pas se mentir, personne ne va regarder un Avatar généralement pour un scénario. Parce que Avatar n'est pas un film qui prétend vouloir nous offrir un scénario de fou. Tout le monde va regarder Avatar pour passer 3 minutes devant des montagnes. Et précédemment, je vous ai dit que ce deuxième film suivait les arcs narratifs du premier, mais on avait toujours cet aspect découverte où on découvrait quelque chose. Si au début on pensait juste qu'on allait voir un village sur l'eau, on s'est rendu compte qu'ils avaient une culture différente, une façon de voir les choses différentes, des animaux adaptés à leur climat. Sans compter qu'il y avait l'introduction de plein de nouveaux personnages et de plein de nouvelles thématiques. Mais du coup, vous allez me dire, Zairos, de quoi tu te plains? T'as dit que tu vas pas voir Avatar pour le scénario et tu t'en bats les couilles de la répétition. Parce que les films ne se présentent pas comme des films qui ne veulent pas reproduire cette répétition. Alors que ce troisième film, il se présente comme un film qui veut casser la donne. Il nous offre des thématiques totalement différentes que le 2 et le 1 nous ont proposées et qui, je vais pas vous mentir, sont très intéressantes. Sauf qu'on arrive dans cette redondance quand celui qui se promet comme étant l'élu et ne voulant pas ressembler aux deux autres, finit par ressembler aux deux autres à partir du milieu du film et du fin du... Seigneur! À partir du milieu du film et de la fin du film. J'ai eu l'impression que carrément, même au niveau de la mise en scène, ils ont repris plan par plan certains plans de Avatar 2. Ma copine est sortie de la salle en étant blasée. Moi, je suis pas sorti en étant déçu. Quand je vais regarder un Avatar, je ne m'attends à rien. Et quand je vous dis que ce troisième film se montre comme un film qui veut ouvrir un scénario différent et des arcs différents du 2 et du premier, c'est vraiment. Il n'y a pas d'histoire de on va découvrir un nouveau peuple. Il n'y a pas d'histoire de on va prendre le temps de savourer les nouveaux paysages. C'est vraiment comment on va accueillir le deuil, l'évolution de nos personnages, leur arc narratif, le dilemme qui se pose avec Spider qui ne ressemble pas aux autres êtres humains et qui maintenant est fusionné avec la version Na'vi des humains. Et qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Comment le général va évoluer? Ce film aurait pu être incroyable et même le meilleur des 3 films s'ils n'avaient pas voulu forcer avec cette redondance. Et si ma copine a été blasée en sortant de la salle, je ne suis même pas choqué que des gens se sont ennuyés. Hormis le fait que je suis en train d'étaler le point que ce film est prévisible, surtout, il n'est pas surprenant. Je vous jure qu'une fois passé les 30 premières minutes, vous savez où le film va vous emmener. Vous savez à peu près ce qui va se passer. Sauf une scène où là, j'avoue, c'était pas prévisible, c'est avec Spider, mais j'en reparlerai dans les points positifs. Mais que ce soit le général qui finisse par Mougou avec la méchante, c'était prévisible. Que ce soit le fait que le général évolue pour devenir de plus en plus Na'vi, ça aussi c'était prévisible. Que ce soit le fait que la mère raciste devienne de moins en moins raciste parce qu'elle comprend l'importance de la vie, c'était prévisible. Qu'il rencontre Ewa, c'était prévisible. Jusqu'à la bataille des baleines, c'est juste la bataille du 2, mais dans le 3. Même la quête initiative de Lowak pour devenir une meilleure personne et pour convaincre la jeune population que je trouve, ça ne servait à rien, vraiment. Cette quête ne servait à rien, mais je crois que je vais en parler plus tard parce que vraiment, il m'a fait chier ce petit. Bah vous savez quoi, je vais en profiter de cette transition pour parler de Lowak, qui est pour moi l'un des défauts de ce film. Pour une simple et bonne raison, si on l'avait enlevé du scénario, les choses se seraient passées de la même façon. Quand je parle de ce personnage en tant que point négatif, je ne parle pas du personnage, mais plutôt de son développement. Le but de ce troisième film devait faire qu'il assume les conséquences qui s'est passé dans le deuxième film. Que par conséquent, il évolue, qu'il grandisse, qu'il apprenne à écouter ses parents. Mais il ne l'a pas fait, et ça on nous le montre dès le début du premier film, même s'il a conscience qu'aujourd'hui ce qu'il fait c'est mauvais, qu'il n'est pas sur la bonne voie. Il décide toujours d'écouter son ego. Jusqu'à là, vous allez me dire, c'est pas grave, c'est le début du film, c'est un parti pris, il va évoluer, et même s'il n'évolue pas, son manque d'évolution va emmener à quelque chose. Bah non, c'est pas ce qui se passe. Et ça, pour moi, déjà, c'est un manque de réalisme. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de réalisme dans un film où on voit des dragons et des hommes bleus? Non, je vous parle d'interaction, je vous parle de psychologie. Les gens immatures ne changent pas tant que leur monde leur pousse pas à changer. Un mec méchant
Si tout le monde valide le fait qu'il soit méchant et s'en batte les couilles, il va continuer. A contrario, si tout le monde lui crache dessus parce qu'il est méchant, s'il y a des vraies conséquences, il évoluera. Lowak devait évoluer. Lowak, dans ce troisième film, dès la troisième fois où on lui a dit garde tes frères, il devait garder ses frères. Ça n'a aucun sens parce qu'il a vu son frère mourir. Si dans le deuxième film, il ne pouvait pas conscientiser que ce qu'il faisait était mal, aujourd'hui, il le ressent. Il ne fait pas que le conscientiser, il en pleure tous les soirs. Et encore une fois, c'est un parti pris. Et si en vérité, ça avait servi le scénario, si en vrai, ça avait changé les choses dans le scénario, j'aurais dit, hey, Soul, pourquoi pas? Sauf que la réalité emmène sur un deuxième point. Lowak ne sert à rien dans ce film. Les événements se seraient passés de façon identique, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là. On va prendre la première chose, les baleines. Vous allez me regarder dans les yeux pour me dire que si Jake Sully avait regardé dans les yeux les baleines avant de partir batailler, celle-ci ne l'aurait pas écouté? Ok, on va même aller plus loin. Vous pensez qu'au moment où ils sont en train de faire leur chant de chorale, là, gospel, et que les humains auraient commencé à les attaquer, celle-ci n'aurait pas répondu en sachant qu'avant, elles avaient été prévenues par Jake Sully? Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. On aurait eu la même chose. Peut-être même ça aurait été encore plus sauvage parce qu'elle se serait rendue compte au dernier moment et ça aurait donné un côté beaucoup plus stressant parce qu'à la fin du film, on allait se demander est-ce que les baleines vont faire quelque chose ou est-ce qu'elles ne vont pas faire quelque chose? Ça aurait été tellement plus impressionnant. Donc ça, c'est un premier point qui serait exactement passé pareil. Et en plus, ça nous aurait effacé toute la partie, l'arc narratif de Lowak où il plonge dans l'eau, les trucs de thalassophobe là, c'était nul. Il était en mode, ouais, on a réuni encore les peuples. Deuxième fois, frérot, vous avez réuni personne. Ça fait 10 ans qu'on voit que tout le monde est uni et que tout le monde suce la bite à Jake Sully. Arrêtez. C'était ennuyeux, cette partie. Vas-y, deuxième point où Lowak n'a pas changé le scénario. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Je sais vraiment ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est grâce à Lowak si Kiri, elle a pu se connecter à la déesse pour sauver tout le monde. Sauf que non. Et là, je vais juste vous poser deux questions. Imaginez le scénario si c'était Spider qui avait sauté, que Lowak était resté sur la rive à protéger ses frères et sœurs, et que Spider avait réussi à motiver Kiri pour rejoindre la déesse. Vous aurez trouvé ça incohérent? Non, vous ne l'aurez pas trouvé. Pour la simple et bonne raison que Spider a conçu un vrai lien avec Kiri. Et ça, c'est un point positif que j'aborderai dans la deuxième partie. Et que peut-être, depuis le début, Kiri avait juste besoin de l'aide de quelqu'un. Donc oui, je sais que le message du film, c'est de dire que oh, la famille Sully est toujours connectée. On s'en bat les couilles de ce message, on s'en bat les couilles, ça change rien à l'appréciation du film. Donc ça, c'était l'interrogation. Maintenant, je vais vous proposer la théorie. En vrai de vrai, plus je prends le temps d'y réfléchir, plus je réalise un truc. Cette scène aurait pu rester la même, mais emmenée d'une meilleure façon. Parce que cette façon dont ça a été emmené est horrible. On voit Lowak abandonner ses frères alors que ça fait 3 fois dans ce film qu'il abandonne ses frères. Alors qu'on lui a dit de les garder. Alors qu'il sait que la conséquence que ça a eu dans le 2. Alors qu'en vrai, imaginons, Kiri avait sauté, Spider avait suivi, et la petite avait sauté aussi. Là, ça aurait été logique que Lowak saute derrière. Lowak n'a jamais sauté pour aller aider Kiri. Il a abandonné sa petite sœur sur la rive, laissant Spider aller aider Kiri, et à la fin sa petite sœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut vraiment dire que pendant tout le film, on lui a demandé qu'une seule mission. Il ne l'a jamais respectée. Jamais, au grand jamais. Et il a laissé encore une fois ses frères en danger, comme si son frère n'était pas mort dans le 2 à cause de ses conneries. Waouh! Parce qu'il n'a plus personne à protéger sur la rive. Donc là, vraiment, pour moi, James Cameron, t'as abusé. T'as pas fait évoluer le petit. Tu lui as donné des arcs narratifs qui, en réalité, n'ont servi à rien. Qu'il soit là ou pas dans le scénario, ça aurait été la même. En plus de ça, la conclusion finale de la famille réussit pour toujours, tu l'as mal emmené. James Cameron va te faire foutre. Va te faire foutre. Je vais même aller plus loin. La seule chose qui fait que les téléspectateurs kiffent Lowak, c'est parce qu'il est beau gosse. La tête de ma mère, Lowak aurait été un mec moche. Moche. Et il aurait fait les mêmes conneries qu'il a fait dans le 1 et dans le 3. Jamais vous lui auriez donné du buzz. Personne ne lui aurait donné du buzz. Ça aurait dit, il est trop casse-couille. Oh là là, il veut pas grandir. À cause de lui, son frère est mort. Il veut pas venir maintenant. Ah, bah, j'ai perdu mon temps. C'est moi, j'ai perdu mon temps. Mon temps. Quel bastard. Présente-toi. Désolé. Ouais, je me suis lancé. Je suis vraiment désolé. Maintenant, on va parler du troisième point négatif de ce film, qui est tout simplement pour moi la mise en scène. Oui, je sais. On va regarder Avatar pour la mise en scène, les effets spéciaux, comment les images sont présentées. Et pour moi, le point de la mise en scène en tant que point négatif est aussi un point positif. C'est-à-dire que la mise en scène, je vais en parler dans les points positifs, ne vous inquiétez pas. Premièrement, on a certains moments du film qui sont assez flous et très mal construits, réalisés. Je vais vous prendre un exemple quand Neytiri va sauver Jake Sully. En résumé, elle est dans la base et la base est en vie. Il y a un sous-sol, une partie avec de l'eau, une partie dans les airs. Bon, c'est spécial. Sauf qu'à cette partie-là,
il y a une vraie problématique qui se pose et c'est littéralement ma copine qui, en plein moment, pendant qu'on était en train de regarder le film, m'a tapé dans l'épaule et m'a demandé, mais il vient de se passer quoi là? Je vais essayer de bien vous situer ce qui se passe. Neytiri vient sauver Jake Sully. Spider est aussi venu sauver Jake Sully. Spider et Jake Sully arrivent à semer les humains. De l'autre côté, on a les navis de la cendre et le général qui poursuivent Neytiri, que Neytiri arrive à les semer. Puis elle arrive à rejoindre Jake Sully et Spider pour s'enfuir. Et il n'y a personne derrière elle. Et là, vous allez me dire, c'est logique, elle les a semés et elle est partie vite. Sauf que non, on est en base ennemie. On est dans la base des ennemis, des militaires qui sont entraînés depuis leur adolescence à savoir gérer tous les plans d'attaque. Dans une base qu'ils connaissent par cœur. Et tout le monde sait que si Neytiri est là, c'est pour sauver Jake Sully. À partir du simple moment où ils ont perdu Neytiri des yeux, ça aurait été incohérent qu'à aucun moment le général se dise pas « Attendez, mais allons directement rejoindre Jake Sully. » Parce qu'il sait où est Jake Sully. Il y a aussi le général au-dessus du général, le major, qui sait aussi où est Jake Sully. Personne à ce moment-là a eu l'idée, alors que la scène dure hyper longtemps. Quand je vous dis la scène dure longtemps, même si la scène se passait en 2 minutes chrono, ça aurait été le premier réflexe d'un militaire. Et ça crée une certaine incohérence. Et il y a plein de petites scènes comme ça. Pas plein en vrai, il y en a 2, 3, c'est pas énorme. Ça te sort pas du film. Mais ça, c'était vraiment la scène qui pouvait te sortir du film parce que tu étais en mode « Ah, il a mal construit sa mise en scène, ça fait pas réaliste. Ça n'a pas de sens. » Mais c'est un petit défaut, ça nique pas le film. En termes de deuxième défaut au niveau de la mise en scène, c'est la répétition. Si j'avais déjà parlé du fait que c'était hyper prévisible en tant que premier point, il y a certains plans que j'ai l'impression que c'est juste les plans du 2. C'est juste les plans du 2. Et en moins bien fait. Non, oui, 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 en moins bien fait. Donc oui, c'est plus impressionnant parce que dans ce troisième film, il y a un effort au niveau du combat final qui est 2 fois plus fort que le deuxième film, qui est 3 fois plus fort que le troisième film. En fait, c'est plus impressionnant. Ok, c'est le haut standing de l'effet spécial, de CGI et tout. Et c'est pas ça qui nous impacte. La réalité, c'est que dans ce film-là, les moments les plus impactants en termes d'effets visuels, c'est les moments simples. Et ça, j'en parlerai encore une fois dans les points positifs. Après la répétition et le côté illisible de certaines scènes, on arrive sur un point négatif. De ce point négatif, en réalité, c'est quelque chose de personnel. Peut-être vous n'allez pas le compter de façon objective comme un point négatif. C'est le manque de parti pris de James Cameron. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il fait des scènes à l'épaule, il fait des scènes en fisheye, il fait des scènes en POV, des scènes multicolores. Et vraiment, c'est beau visuellement, sauf que ça dure une demi-seconde. Et en fait, ça n'a pas de sens. Parce que ce genre de scène, pour quelqu'un qui a l'habitude de regarder des films, mais surtout qui a l'habitude d'essayer de comprendre pourquoi il aime ou il n'aime pas un film, qu'est-ce qu'il y a derrière la mise en scène, je me dis, oh, c'est stylé. Mais quelqu'un, un téléspectateur moyen, genre ma copine, elle m'a même pas remarqué. J'ai essayé d'en parler avec elle, elle m'a fait, ah ouais, il y avait des scènes comme ça. Ouais, j'ai pas remarqué. Parce que ces scènes-là, pour qu'elles aient un impact dans un film, faut laisser au moins 2 minutes en plan séquence sur l'épaule qui tremble. Ça crée plus de stress. Surtout, c'était emmené dans des scènes stressantes. C'est emmené dans des scènes où ça planait. Exemple, il y a une scène où ça a été bien emmené, cette mise en scène. C'est la scène où le général prend de la drogue et rencontre la chef des cendres. Et à ce moment-là, il y a toute une scène en fisheye avec des couleurs partout. C'est beau, c'est stylé, et ça dure bien longtemps. Et ça fait que je sais que les gens, quand ils vont sortir de la scène, ils vont quand même se souvenir de cette scène-là. Par contre, le plan d'épaule quand on poursuivait un personnage qui a duré 10 secondes à tout casser, je vous jure qu'ils vont pas s'en rappeler. Et ça, c'est dommage. Parce que il n'a pas poussé le délire de la mise en scène à fond. Après, bon, c'est pas grave. Hein. Et enfin, on arrive sur le dernier point négatif, qui en vrai n'est pas un point de fou non plus. C'est le jeu d'acteur de Spider. Voilà. Je sais pas. Hein. Je trouvais que ses interactions étaient un peu chiantes, dans le sens où, hormis le fait qu'il joue pas très bien, il y a aussi le fait où j'ai l'impression que c'est un humain de 70 ans qui a écrit un humain de 15 ans. C'était un peu gênant. Voilà, c'était le seul personnage gênant, là où tous les personnages jouaient juste, avaient des interactions justes, profondément humaines, profondément réalistes. Bon, voilà, j'ai parlé des points négatifs pendant longtemps parce que c'est plus facile de parler des points négatifs. Maintenant, on va passer aux points positifs parce que putain, il y en a. Premier point positif de ce film qui m'a vraiment choqué, que je n'avais pas vu dans les autres films Avatar, et qui même de façon générale est très fort par rapport à tous les autres films que j'ai vus dans ma vie, c'est les interactions. Putain de merde, elles ont l'air tellement réelles, tellement... En fait, déjà que le décor de Avatar a l'air réel au point où tu te dis ça peut vraiment exister, les interactions c'est pareil. En fait, il y a une scène pour moi qui représente bien, vraiment qui représente bien ce que je veux exprimer. Il faut savoir qu'au début du film, si vous l'avez regardé normalement, logiquement, si vous avez regardé le film, enfin, vous n'êtes pas dans cette vidéo, vous n'avez pas regardé le film, vous êtes bizarre, vous. Il y a une scène de dispute entre les enfants et les parents, tout simplement parce qu'ils veulent virer Spider. Spider est en danger ici, même si on sait qu'en vrai, voilà quoi. Les enfants sont fâchés contre les parents, les enfants se permettent de crier sur leurs parents, de un peu mal leur parler. Ça, c'est un truc qui est souvent emmené dans les films, un peu avec la mythique réplique « Tu n'es pas mon père !»
Sauf que, je vais pas vous mentir, hein, je pense que qu'on soit blanc, noir, chinois, arabe, marsupilami, on a tous la même réaction. À ce moment-là, faut gifler l'enfant. Et souvent, ça sort un peu de cet aspect réaliste du film parce que ça, c'est des réactions normales dans une famille où les parents ne sont pas stricts, où il n'y a pas ce système d'autorité envers le père ou la mère. Mais souvent dans les films, c'est montré comme l'enfant réagit comme ça à cause d'un petit truc. Et c'est tellement irrationnel parce qu'en fait, son père lui fait peur normalement dans le film. Il nous est présenté comme obéissant. Et là, il fait ça. Donc on le gifle une fois. C'est pas réaliste. Et là, c'était réaliste. Parce que même si les parents sont un peu autoritaires, s'il y a ce respect, on ne peut pas nier le fait que Spider est leur frère. Donc voir les enfants s'opposer aux parents comme ça, réagir comme ça, tous à leur façon, qui viennent de perdre un frère il n'y a même pas 2 jours, c'est beau, c'est fort, c'est intense. Et j'étais vraiment comme ça, j'ai tapé ma femme et je lui ai dit, putain, waouh, pour la première fois, une scène comme ça m'a surpris. Et il n'y a pas que ce genre de scène d'interaction, il y a aussi la scène avec Spider. Oh là là, quand Spider regarde Jake Sully et lui dit, papa, s'il te plaît, me tue pas. Hey, Spider, Spider. À ce moment-là, j'allais lâcher ma larme, comme ça. Oh, oh. Non, James Cameron, en tout cas, t'as tué les interactions, t'as tué la façon dont les... Oui, j'ai pas de suite, c'est bon. Deuxième point positif qui est incroyable pour moi, c'est le développement des personnages à part pour le WAC, qui non seulement ne sert à rien, n'évolue pas vraiment, et juste une pâle copie de l'arc narratif de son père. On va plutôt parler de tous les autres personnages, que ce soit le général qui tombe amoureux de la chef des cendres. C'est très bien emmené, c'est assez logique, même si c'est prévisible, c'est beau, c'est intéressant à voir. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Être content que le méchant de l'histoire trouve sa meuf. C'est une dinguerie. On a aussi le traitement du deuil et du racisme de Neytiri. Masterclass. Que ce soit d'un point de vue de la mise en scène où il y a cette métaphore où elle se rince le visage et on a l'impression qu'elle a du sang dans les mains. Et donc, en fait, quelque part, elle abandonne cette identité sauvage parce qu'elle a dû se déguiser en peuple des cendres. En fait, il y a tellement de métaphores visuelles tout en concluant son développement parce qu'elle accepte que Spider fait partie de la famille. Elle accepte que Spider est son enfant. Et elle était prête à interrompre Jake Sully. Et pour revenir sur Jake Sully, lui aussi son développement intéressant. Il aborde le deuil comme un humain qui a été dans l'armée. Il est de plus en plus dans les armes, il est de plus en plus dans la guerre. Il s'écarte de ses enfants, il devient, on va pas se mentir, un mauvais père. Là où ses enfants ont besoin de réconfort, d'écoute, lui il est en mode, frérot, il fait la tête à son enfant. Son enfant vient de perdre son frère. C'est ça le rôle d'un papa, c'est ça le rôle d'une maman, c'est de réconforter. Ah, où il ne fait pas ça. Et c'est réaliste, parce que c'est ça la réalité. Les parents sont des êtres humains, ce ne sont pas des êtres divins. Si des choses choquantes leur arrivent, ils ne vont pas forcément réagir de la meilleure façon. Enfin, de la bonne façon. Vous avez compris ce que je veux dire. Même tout le délire avec les baleines, j'ai trouvé ça très intéressant, même si, petit bémol, j'aurais préféré que la baleine qui se fasse déchiqueter les yeux, ça soit celui qu'ils aient banni parce qu'il nous a déjà été présenté dans le deuxième film. Et je trouve qu'on aurait été beaucoup plus impacté émotionnellement grâce à ça. Mais en vrai, c'est pas un truc de fou. Même si on n'est pas trop attaché à cette baleine-là, on comprend les propos, on ressent l'émotion, c'est tout aussi choquant. Même là, pour revenir sur la construction de cette scène avant qu'il essaye de tuer Spider, qui aussi, dans son développement, est intéressant parce qu'il tombe amoureux de Kiri, Kiri tombe amoureuse de lui. Ils sont différents, c'est ça qui fait qu'ils sont unis. On a la conclusion de tout l'arc narratif avec Kiri qui recherche son identité en tant que Navi. Et on a toute la conclusion de Spider qui recherche aussi son identité en tant que Navi, même si c'est un humain. Beau, c'est fort, c'est esthétiquement incroyable à voir. La petite lumière dans la forêt qui vient, comme si Ewa, la déesse, avait fait comprendre à Jake que non, faut pas que tu le tues. Même si en vrai, j'aurais aimé qu'il le tue. Voilà, j'aurais trouvé que ça aurait été un très bon parti pris parce que d'un point de vue réaliste, avoir Spider dans leur camp, c'est la défaite assurée. C'est parce qu'on est dans un film, tu vois. Mais bon, c'était intéressant. Au niveau de la mise en scène, on nous montrait que les camps étaient flous. Que ce soit dans la bataille finale où les humains ne savent pas sur qui tirer, parce que les humains et les navis se ressemblent à ce moment précis. Les alliés, tout le monde se ressemble. Que ce soit quand ils arrivent avec Spider et qu'ils ont réussi à s'enfuir, on voit l'ennemi arriver. Et en fait, c'est pas des ennemis, c'est des alliés. Et on vient à se poser la question, mais de qui sont les alliés, qui sont les ennemis? Vous captez ce que je veux dire? Je sais que vous captez ce que je veux dire. Tout à l'heure, je parlais de la conclusion de l'arc narratif de Kiri avec la déesse, sa mère, du coup, qu'elle a enfin rencontrée. Parce que la déesse est sa mère. Et elle a 2 mamans. Voilà. Parce qu'on comprend quelque chose d'assez incompréhensible au début. C'est que, techniquement, Ewa n'est pas une divinité comme nous, on le pense. C'est-à-dire omnipotent, omniprésent et tout ça. Ne sait pas tout. Et on le voit dans le premier film. Elle a besoin de rentrer en contact avec Jake, apprendre des humains pour comprendre d'où ils viennent, qui ils sont. Et si elle n'a pas aidé le peuple des cendres, c'est parce que certes, elle est au-dessus, c'est un point de vue spirituel, d'un point de vue dimensionnel des humains. En vérité, il y a peut-être plein de Ewa. Peut-être que chaque planète a son Ewa.
Peut-être qu'il y a des planètes qui n'ont pas de Ewa, mais il y a des dizaines de planètes qui ont plusieurs Ewa. Peut-être que pour une planète, il peut avoir 10 Ewa. Peut-être que Ewa n'est pas la seule Ewa. Je sais pas si vous comprenez, mais on démystifie ce côté religieux, non seulement en introduisant le peuple des cendres qui fait du blasphème contre Ewa, qui est contre toutes ces valeurs, et de l'autre côté, on nous fait de plus en plus comprendre que Ewa s'approche plus d'une entité que ce que nous, on se fait de la vision de Dieu. Parce qu'elle a des limites. Après, là, c'est un discours que peut-être les religieux vont comprendre, et ceux qui ont lu la Bible, bien sûr. On a aussi cette approche-là de la religion. C'est pour ça qu'on dit que l'homme, Dieu nous a créé à son image, parce que on a à peu près les mêmes caractéristiques que Dieu d'un point de vue psychologique. Dieu est jaloux, Dieu est en colère, Dieu fait des erreurs. Littéralement, c'est dit dans la Bible. Aujourd'hui, il a créé les arcs-en-ciel parce qu'il regrettait d'avoir tué les humains juste parce qu'ils l'ont désobéi. C'est une folie quand même d'avoir tué les humains. En fait, cette option de nous montrer Ewa comme une entité plus comme une divinité, le fait qu'elle ait une forme, c'est beau. Et le fait que tout le monde ne peut pas, parce qu'elle est surprise, de voir Kiri. C'est pas qu'elle ne voulait pas voir Kiri. Il est logiquement impossible aux humains, aux êtres vivants de notre dimension de rencontrer les gens de sa dimension. Et donc j'aimerais vraiment que James Cameron développe tout ce truc-là et détruise tout ce concept d'entité divine, mais qu'il nous rende sur une entité dimensionnelle. Mais il va jamais le faire. Voilà, il va jamais le faire. Il pousse pas le délire à fond. Il va jamais le faire. C'est dommage, c'est dommage. Donc bon, voici les 3 points positifs, la mise en scène, le développement, les interactions, l'acting aussi qui est vraiment pas mal, vraiment les acteurs ont tous bien joué, sauf Spider, il va te faire foutre Spider. L'OAC est un point négatif, certains points de la mise en scène, le manque d'engagement est un point négatif, la répétition et la redondance est un point négatif, et de façon générale, ce film n'a pas le niveau du 2, n'a pas le niveau du 1. Pour moi, le 2 est le meilleur film. Je trouve presque que c'est un 10 sur 10. Le 1, je m'en rappelle plus. Il faut que je le regarde pour lui donner une vraie note. Et donc, on arrive à la note finale de ce film. Pour cette très longue vidéo, parce que oui, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues. C'est même difficile pour moi de faire des vidéos aussi longues. Donc, si j'ai eu une facilité à faire cette vidéo-là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses même que je n'ai pas pu tout exploiter. Mais finissons cette vidéo, les amis. Et je vous invite surtout à aller voir la première vidéo que j'ai fait où je me moque des personnages. Je mettrai un 7 sur 10 à ce film. Oui, c'est une note assez basse. Ah, merde. C'est une note assez basse. Eh, merde. C'est une petite note, voilà. C'est une petite note pour un Avatar. J'espère que Regeman Le Gorille va voir cette vidéo parce qu'il est quand même en miniature. Et s'il peut donner son avis en commentaire, je suis preneur. Voilà. En tout cas, j'espère que je me serai bien exprimé. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos YouTube. Je me tente à l'expérience. J'ai écrit tout un texte, mais j'ai pas du tout suivi le texte. Enfin, j'ai suivi la structure du texte. Et j'aurais aimé suivre le texte parce que ce que j'ai écrit dans le texte de cette vidéo est très fluide, très lisible, très compréhensible. Et ce que j'ai dit, je me répète beaucoup sur certains points. Donc voilà, je suis un débutant. Voilà, donc soyez un peu pas trop dur avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. C'était la Zairose. Peace.